Thomas Bergère, Sophie Suras, Stéphane Perracini, Maëva Cotelier présente, Joseph Cassaro, Roger Mossé, il y a un pouvoir, Dominique Bièche, Alain Hauser, Pierre Maroc, François Degnaud, Evelyne Louis, Véronique Garnier, Catherine Bienfait, Marie-Christine Rodriguez, Catherine Foulon, Marie-Pierre Vitiello, Florian Paris, Christelle Kégine, Patricia Coty, Jean-François Kerr, Julien Esterini, Camille Guédot, j'ai un pouvoir, Hervé Kella, René Alberici, Philippe Canobio, Geneviève Martin, Saïd Achache, Michel Dechaud. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Merci Maëva. Comme d'habitude, je commencerai ces mots par le fait que ce conseil municipal n'échappe pas à la règle puisqu'il sera filmé lui aussi. Tout d'abord, je tenais vivement à remercier les organisateurs de la course de côte dont la 28e édition ne s'était pas tenue depuis 2 ans maintenant. Félicitations aux gagnants par catégorie, avec l'éternel Jean-Claude Morel, qui est revenu et qui a gagné cette année, ainsi qu'à la trentaine de participants. Il faut que tout ça se remette en route, et il n'y avait que 32 participants, alors que nous étions à beaucoup plus les années d'avant. Grâce au respect des obligations légales de débroussaillement, ce que tout le monde a pu voir, le public a pu profiter d'espaces agréables en toute sécurité et l'usage de véhicules électriques pour la logistique a permis de diminuer l'empreinte carbone de cette manifestation. Je ne vous rendrai pas compte dans mon propos liminaire des actions conduites en faveur de l'Ukraine, puisque ce conseil sera suivi par une cérémonie d'accueil des déplacés ukrainiens sur notre commune et de remerciements aux bénévoles et généreux donateurs qui ont facilité cet accueil. Je souhaite également rappeler l'importance du devoir de mémoire, dont la commune s'est montrée plus que digne, avec l'organisation de cérémonies patriotiques de grande qualité et d'excellente tenue, qu'il s'agisse de la Journée nationale de la déportation ou du génocide arménien ce matin. Merci à tous de votre présence et toute ma gratitude aux équipes organisatrices sous la houlette du général détenteur de cette délégation. Le conseil de ce soir traitera de subventions versées de manière exceptionnelle ou demandées auprès du conseil départemental ou de l'Office national de la biodiversité. Nous ferons également un point sur le syndicat intercommunal du Grand Valais et le vote de sa dotation. Enfin, nous vous proposerons de créer une réserve communale de sécurité civile qui me tient particulièrement à cœur. Une annulation peut en cacher une autre. En effet, après l'annulation l'année dernière pour cause de Covid et le 12 mars dernier pour cause de mauvais temps, les chars, danseuses, animations, goûters et confettis seront de sortie samedi prochain. Il faut savoir patienter pour voyager à Tahiti. Le départ du défilé se fera à 14h aux Terres Blanches. Bouquins et bouquins, enfilez votre plus beau déguisement et venez enfin profiter de cet événement. Toujours samedi, la DSB organise le samedi 30 avril, donc, à 15h, une conférence à la Bastille de la Salle sur les moulins à vent de Bouc-Bélair et sur la meunerie. Cette conférence sera présentée par Jean-Pierre Pelletier et Pierre Nègre. Je vous invite à venir nombreux assister vendredi à 20h30 au concert donné à l'espace Jean d'Ormesson par le quintet Calor Cobriza. Après les meilleurs standards américains, Suzanne Vaughan et le magnifique hommage à Chet Baker avec Renaud Jansan à la trompette, Jazz sous les étoiles Bouc-Bélair vous propose une super soirée Latin Jazz avec le quintet Calor Cobriza. Nous retrouverons avec ô combien de plaisir le trio Daus,
Stéphane Mondésir au piano, Jean-Pierre Arthéo à la contrebasse, Bernard Césari à la batterie, et viendront les rejoindre Gérard Murphy au sax alto et José Caparros à la trompette. Pour l'édition 2022 du Prix des lecteurs, le thème était « Quel cinéma ?» Comme pour les éditions précédentes, le principe est très simple. La bibliothèque vous invite à voter pour votre texte favori et ainsi récompenser la meilleure nouvelle de la compétition. Le vote pour les textes en compétition est ouvert à tous jusqu'au 15 mai sur le site internet de la bibliothèque. Notez sur vos agendas que le 15 mai prochain, de 15h à 18h, devant la Bastille de la Salle, la DSP organisera son traditionnel troc aux plantes avec la participation de l'association L'éveil des simples. Pour ce grand moment de convivialité sur les thèmes du jardin et de la nature, venez avec vos plants, graines, arbustes. Regardez, échangez, troquez vos plantes, troquez vos conseils. L'événement phare autour de la nature, la 29e édition des Journées des plantes d'Albertas, se déroulera quant à elle les 20, 21 et 22 mai prochains. Mission Impossible fait son grand retour cette année. L'édition 2022 signe la reprise de cet événement attendu par tous les jeunes bouquins. Et cette année, les enfants ont rendez-vous avec tous leurs super-héros préférés. La nouvelle édition de cet événement se déroulera samedi 28 et dimanche 29 mai au complexe des Terres Blanches. Comme à chaque fois, elle permettra aux enfants qui relèveront le défi de s'affronter sur des épreuves très variées. Pour participer, vos enfants doivent être scolarisés sur Bouc-Bel-Air, du CP au CM2, c'est-à-dire en élémentaire, et regroupés en équipes de 5 aventuriers, par niveau de classe identique. Il ne vous reste plus qu'à télécharger les dossiers de candidature sur le site de la commune et de les déposer dans l'urne sous clé, située ici même dans le hall de l'hôtel de ville jusqu'au 2 mai. Nous pensons également à nos jeunes de 60 ans et plus, avec un nouvel atelier gratuit, Marche Active, qui se déroulera tous les lundis du 9 mai au 30 mai de 15h à 16h30. Rendez-vous au foyer des anciens pour le grand départ. ADSB et son club de généalogie vous attendent à la Bastille de la Salle pour la 8e exposition et atelier insolite du jeudi 26 à 10h au dimanche 29 mai à 18h. Venez partager vos recherches. 3 postes Internet connectés à des banques de données nationales et internationales vous y attendent. Venez discuter de tout ce qui est insolite, prénom, patronyme, événements, actes, autour d'un livre de quelques 350 pages intitulé « Nos noms chantent nos origines », écrit principalement pendant ces 2 années Covid et d'une trentaine de panneaux racontant des histoires très insolites. Côté culture, nous proposerons le 6 mai prochain à 20h30 un concert-spectacle intitulé Black Boy, Espace Charles Aznavour, produit par la compagnie du théâtre du Mantois. Le samedi 21 mai à 20h30, vous pourrez découvrir les pilleurs de tubes qui se prénomment les Barboses et sévissent dans le détournement de sons et la rime organisée depuis les années 30. Leur coffre-fort regorge de partitions dérobées et transmises au fil des années par 3 générations de pilleurs de tubes. Mais leur butin a subi un certain désordre à force de cavale et nos 4 lascars, un peu taquins, en ont profité pour brouiller les pistes en saupoudrant le tout de sonorités inattendues. Voilà comment Georges Brassens, Stromae, Sting, Edith Piaf, Pink Floyd, Souchon, Prince et nombre de monuments de l'histoire de la musique se côtoient désormais et partagent la scène lors de concerts impossibles. Côté château aussi, les expositions s'enchaînent avec Plumes et Toiles qui se termine demain pour faire place à l'exposition d'encadrement de récréation jusqu'au 2 mai pour terminer par le salon des ateliers du 6 au 10 mai.
Information qui intéressera la ville nature. Le Conseil de territoire du Pays d'Aix a voté la poursuite de l'adaptation des aides à la rénovation énergétique pour améliorer votre confort et réduire vos charges. Je vous rappelle les aides pour les propriétaires de maisons individuelles, quels qu'ils soient occupants ou bailleurs, pour le diagnostic énergétique jusqu'à 50% du montant du diagnostic plafonné à 300 euros. L'isolation toiture, qui est une aide forfaitaire de 450 euros, et pour les combles dits perdus, c'est là jusqu'à 900 euros. L'isolation des murs supérieure à 2000 euros TTC pour l'isolation par l'extérieur et 1000 euros TTC pour l'isolation par l'intérieur. Solaire thermique pour le chauffe-eau et le chauffage jusqu'à 20% du montant TTC plafonné à 500 euros. Et je précise, vous allez me dire pourquoi il parle de ça, mais je précise tout simplement que ces aides sont octroyées sans condition de ressources et sont cumulables avec les autres dispositifs d'aide, qu'ils soient nationaux et locaux existants. Par contre, c'est vrai que c'est une période avec la polémique que ça fait en ce moment, que depuis quelques semaines, avec le coût de l'énergie. Donc c'est peut-être le moment de regarder comment isoler, comment faire en sorte que vos logements, les uns et les autres, ne soient pas des passoires thermiques ou tout au moins retiennent le plus possible l'ensemble des calories et qu'on ait une isolation tout à fait normale. Enfin, je vous rappelle les résultats du deuxième tour de l'élection sur la commune. Monsieur Macron, alors que ça a participé à quasiment 80%, puisqu'on a eu 9 595 votants et qu'il y a eu 535 votes blancs, 5,58%. Et puis vote nul 162, c'est-à-dire 1,69%. Je rappelle quand même que 5,58 plus 1,69, ça fait plus de 7%. Plus de 7%, ça fait quasiment 7,3%, ce qui est énorme. Donc on a, je crois, des questions à se poser là-dessus. Enfin, le résultat, il est simple, vous le connaissez tous, mais je me permets de le rappeler. Monsieur Macron, candidat de la République En Marche, a obtenu 5139 voix, c'est-à-dire 57,75%. Et Madame Le Pen, du Rassemblement national, a obtenu 3759 voix, c'est-à-dire 42,25% des voix. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, j'en ai fini et je vous propose de passer à l'ordre du jour qui commencera évidemment par l'adoption de l'éternelle adoption du compte-rendu de la séance du 28 mars 2022. Donc je dois mettre aux voix ce compte-rendu. Est-ce qu'il y a des voix contre? Je rappelle que si vous voulez avoir l'étendue et l'intégralité de la séance, vous allez voir sur le site de la commune, sur le site internet. Donc est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité, je vous remercie. Je vous donne l'information sur les décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit de la décision numéro 2022-007 du 6 avril 2022, qui est un contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable entre la commune de Boubénère et Madame Didenko Liulia. La décision numéro 008, toujours du même jour, c'est la même chose, mais avec Madame Dobrunik Liudmila, Monsieur Dobrunik Mikola et Madame Zeseva Nadia. Vous avez tous compris qu'il s'agit des réfugiés ukrainiens pour lesquels la commune a mis un logement à disposition et que nous recevons tout à l'heure. Donc vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez.
mais il y a eu 2 contrats d'occupation précaires et révocables avec ces personnes-là, ces déplacés ukrainiens. Donc nous verrons ça tout à l'heure si vous le voulez. Ensuite, nous avons le rapport d'activité 2021 du syndicat intercommunal du Grand Vallat, donc que vous avez eu, outre la note de synthèse, mais vous avez eu le document qui vous a été transmis. Donc il fait quelques pages, et là il fait plus de 60 pages, si je me souviens bien. Voulez-vous que me poser des questions? Monsieur Achache, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, donc j'ai quelques questions. J'aurai 2 questions précisément sur la vidéosurveillance et sur la partie informatique. Concernant la vidéosurveillance, le rapport donc SIGV mérite probablement un certain nombre de questions dont nous espérons, pour l'intérêt des bouquins, des réponses concrètes. Sur le dossier vidéosurveillance, il est précisé que 3 personnes en 2001, donc un chef et 2 agents, sont en charge de la supervision. Première question, prévoyez-vous une augmentation des effectifs au regard de ce qui est précisé dans le document, notamment l'augmentation du nombre de caméras? N'est-il pas surprenant qu'un tel investissement ne soit disponible que 5 jours sur 7? CF page 40, effectivement, il est précisé, le CSUI est équipé d'une salle opérationnelle avec des écrans affichant en temps réel des images filmées par des caméras de vidéoprotection au nombre de 160 pour les 2 communes. L'unité de vidéoprotection du CSUI visionne en temps réel, j'insiste bien sur le mot réel, les secteurs vidéo protégés par des communes de Bouc-Bel-Air et de Simiane et en exploite les images. Le but de cette unité est d'être en mesure de réagir rapidement en cas de besoin afin de relayer les informations aux acteurs de terrain, de détecter des comportements anormaux, intrusions, colis suspects, de suivre des manifestations en temps réel, c'est important à Bouc-Bel-Air, de prévenir les atteintes aux biens et aux personnes, d'identifier les auteurs, de réguler la circulation urbaine, ça aussi c'est un élément important à Bouc-Bel-Air, de sécuriser les bâtiments et les sites communaux, etc. Est-ce à dire que ce qui semble fondamental pour la sécurité des habitants ne le soit pas durant le week-end? Jusqu'où cette surveillance ira-t-elle? Nous avons noté le nombre de caméras à ce jour, 160. Vous souhaitez en rajouter 16 pour Bouc-Bel-Air, 9 pour Simiane. N'est-ce pas une dépense considérable au vu de son intérêt? Par ailleurs, je n'ai pas trouvé de bilan sur l'aide à la résolution d'affaires qu'aurait apporté la vidéosurveillance. Juste, j'ai trouvé uniquement le nombre de réquisitions. Enfin, je finirai par quelle garantie pour les citoyens sur l'application de la réglementation en matière de traitement des données ainsi obtenues? J'estime que ce rapport mériterait d'être complété notamment sur les services réellement rendus du système de vidéosurveillance au regard du coût total de l'investissement. Monsieur Achache, vous posez des questions tout à fait pertinentes et intéressantes, mais j'aimerais simplement vous rappeler une chose, c'est qu'il s'agit du rapport d'activité 2021. Donc quand vous me demandez l'augmentation du personnel de supervision, elle a eu lieu concernant, nous sommes en 2022, pratiquement en mai 2022, elle a eu lieu. Là, nous parlions de 2021. Là, si vous avez compris que je réponds en tant que président du SIGV. Sur l'augmentation du temps de supervision, c'est en fait un problème de moyens, mais de moyens financiers. Donc c'est quelque chose que nous allons réguler au fur et à mesure. Le CSU a ouvert en avril 2021. Ça fait tout juste 1 an. Nous n'avons qu'1 an de retour là-dessus. Quand vous dites que la dépense est importante en caméra, oui, mettre des caméras, ça coûte cher, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que le CSU n'est pas ouvert et n'a pas d'opérateur vidéo devant ses écrans qu'il ne sert pas. Et je prendrai simplement l'exemple où il y a un certain nombre grâce au CSU, grâce à la vidéoprotection que nous avons mise en place, on a un certain nombre d'affaires qui ont été résolues. Alors je vous citerai comment ça se passe. Mais il y a une réquisition qui arrive.
de la part de la gendarmerie qui arrive au niveau du CSU et qui demande, puisqu'il y a eu tel acte tel délit qui s'est passé à tel moment où on a fracturé le distributeur automatique de billets, ça s'est passé. Bam, on a envoyé un véhicule contre. Ben, on a à peu près l'heure. On va rechercher sur les images qui ont été enregistrées par le CSU, des caméras alentour, pas des images de la destruction, puisqu'on n'a pas une caméra systématiquement dessus, et on sait quels sont les véhicules qui sont passés. Quand ça se passe à 5 heures du matin, il n'y a pas 50 000 véhicules qui passent. Donc c'est assez facile de voir le véhicule, d'où il vient, où il est allé, de faire une recherche. Et je peux vous dire que je me félicite personnellement en tant que président du SIGV et en tant que maire de Bouc-Bel-Air, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été résolues grâce à ça. Et je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit à la fin. Quand vous parlez de garantie, protection des données personnelles, c'est aussi un énorme problème. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les images. Et on ne peut agir que sur réquisition d'un officier de police judiciaire. Bon, il s'avère que pour les deux communes de Simiane et Bouc-Bel-Air, c'est le même officier de police judiciaire, puisque c'est la gendarmerie de Bouc-Bel-Air qui nous réquisitionne, on recherche, on leur donne les images correspondantes, ce qui leur permet d'aller plus loin. Et grâce à ça, on a, résolu des affaires qui même se sont passées ailleurs, parce qu'ils sont venus ici, mais ils avaient fait d'autres bêtises ailleurs, d'autres délits ailleurs. Donc on en a profité. Voilà. Alors dites-vous bien une chose, c'est qu'on a un contrat avec la préfecture de police, et que la RGPD, c'est quelque chose d'extrêmement prenant et contraignant. Mais que par contre, nous appliquons la loi, toute la loi, rien que la loi, mais que ça nous sert beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler parce que là, encore une fois, il y a à peine un an d'activité du CSU. Hein, il monte en puissance avec des opérateurs qui sont de plus en plus précis, des opérateurs vidéo qui savent maintenant un peu mieux manier, hein, ils ont une certaine expérience. Donc on monte en puissance et surtout depuis peu, Cabriès nous a rejoints, donc c'est un autre souci. Donc c'est encore autre chose. Mais personnellement, je me félicite de... J'aurais dû me douter que vous me posiez ce genre de questions. Je ne suis pas venu avec des chiffres, mais je peux vous dire que je vous ferai part des chiffres exacts. Je ne les ai pas sous la main, mais je vous ferai part des... ou peut-être que c'est marqué dans le... non, c'est pas marqué là-dedans. Si vous me posez la question, c'est que c'est pas marqué là-dedans. Voilà, je vous ferai part de ces chiffres sans problème. Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Nous souhaiterions effectivement donc visiter le SIGV si c'était possible pour voir un petit peu le professionnalisme, les interventions, en tout cas comment est utilisé ce système de vidéosurveillance. Je vais faire organiser ça, c'est pas un problème. Il me paraît normal que l'ensemble des élus qui veulent... L'ensemble des Mais élus. je crois que ça a été fait. Hein. Je crois que ça a été fait. Hein. Ça a été proposé aux élus. 2 fois, me dit-on, voilà. Donc, voilà. Il y a un an, le CSU. Mais si vous voulez, je vous ferai organiser pour vous, monsieur Achache, une visite particulière. Je vous en prie. Sur... Le deuxième élément étant sur l'informatique. Oui. Ah, je pensais que vous aviez fini. Là. Non, je parlais de... Non, je vais l'expliquer. Sur le support informatique, dans le rapport, l'introduction est très intéressante sur les services rendus et à venir du SIGV. Effectivement, on regarde des besoins en croissance dans les services numériques des communes. En effet, le SIGV va devenir un partenaire essentiel dans la définition de leur stratégie de transformation numérique. C'est une bonne chose. Par contre, nous avons du mal à quantifier la charge de travail du SIGV, notamment sur le centre de services utilisateurs. Page 52, il est précisé un nombre total de 648 tickets, donc de demande d'intervention technique, pour l'année 2021. Je fais un petit calcul, ça fait 2,5 tickets par jour. Sur le bilan 2021,
il est précisé que vous avez diminué, en fait, le SIGV a diminué les tickets de 130 tickets à 20 tickets en cours, ce qui nous fait un traitement de tickets de 0,8 tickets par jour, soit moins d'1 ticket par jour. Sachant qu'au regard de l'organigramme, nous avons un DSI, un technicien de niveau 2, un technicien niveau 1 et un contrat d'apprentissage. On note donc une diminution des encours, mais comme nous n'avons pas l'évolution des demandes, il est difficile de nous faire une idée sur la productivité et la charge de travail que cela représente au SIGV. Il serait intéressant d'avoir ces chiffres au regard de ce que coûtent à la collectivité les services du SIGV. Écoutez, nous sommes en pleine organisation. D'ailleurs, la convention, on ne l'a pas passée encore au conseil municipal. Si, on l'a passé. Oui. Bon, on l'a passé. Donc, entre 2 le SIGV et la commune pour déterminer quel était le territoire de chacun. Parce que ça, c'était encore un flou extraordinaire. Et faisant rentrer une troisième commune, on s'est rendu compte de ce flou où, quelquefois, je suis embêté parce que j'ai une casquette de président, une casquette de maire. Donc, je ne peux pas taper sur le maire de Bougueler qui, lui, taperait sur le président du SIGV. Rien ne nous empêche. Donc là, les choses étant définies, vous savez que l'administration aime bien que les choses soient bordées et que délimitées. Maintenant, c'est délimité. Chacun va s'occuper de son potager et on pense que ça ira beaucoup mieux, ce que je pense aussi. J'ai récupéré la présidence du SIGV malgré le Covid pendant quelques temps, hein, il n'y a pas tellement longtemps. Il a fallu mettre en place un certain nombre de choses, puisque le SIGV a grandi à une vitesse grand V, a explosé avec ses nouveaux locaux, mettre en place le CSU, on vient d'en parler, mettre en place un nouveau data qui nous a coûté 250 000 € dans le cadre du nouveau bâtiment, et faire en sorte que nous sommes alors là on appelle ça le PRA-PCA. Alors c'est le plan de reprise d'activité. De reprise d'activité et plan de continuité d'activité. Le plan de continuité de l'activité, voilà. Donc on est à 4 heures. Je peux vous dire tout ça, je ne suis pas un spécialiste, mais on est à 4 heures. Le DSI du SIGV qui est là depuis un petit peu plus d'1 an, met tout ça en place, ce qui est normal. Je veux dire, on en est là, quoi. Il y a pas de... Donc nous montons en puissance et nous montons en gamme. On entend de seul coup un peu mieux le son, me semble-t-il. Donc on monte, c'est tout à fait normal. On se met en place, on y va, on avance. Et puis maintenant, nous allons prendre en charge la commune de Cabriès, parce que nous avons une mutualisation, donc par le biais du SIGV, qui est évidemment, vous l'avez compris, plus rentable quand on est à 3 plutôt qu'à 2, parce que les dépenses supplémentaires amenées par le fait d'être à 3 sont moins importantes que... les dépenses supplémentaires sont moins importantes que l'activité que l'on peut en avoir, évidemment. Vous le comprenez, puisqu'il y a des dépenses et des investissements qui ont été faits et qui, dans ce cas-là, sont amortis à 3 plutôt qu'à 2. Voilà. Donc l'idée est là, l'idée est de monter en puissance, mais vous savez, en matière de numérique, peut-être que mon adjoint délégué à tout ce qui est numérique, vous le direz, mais je pense que vous aussi, vous le savez, pas besoin de vous le rappeler, qu'en fait, on est en train de monter et d'exploser, avec les histoires de cybersécurité, avec ce qui s'est passé il y a 2 ans au niveau de la métropole et de la ville de Marseille. J'avoue, c'est ma grande inquiétude, parce que avant la mise en place du PCA-PRA, j'étais extrêmement ennuyé. Aujourd'hui, sans l'informatique, vous ne faites plus rien. Chacun ouvre son ordinateur et va chercher, toutes les archives sont là. Donc l'informatique et le numérique est quelque chose de fort important. Et l'idée est à 3 d'être bien bordé pour que nous puissions avoir la sécurité informatique qu'il faut pour les 3. Juste, je finirai par ça, l'Agence nationale du numérique... L'ANSSI, merci.
Voilà. Agence nationale de la sécurité informatique, voilà, nous a donné une subvention où on est subventionné à 100% pour faire notre audit et pour que notre cybersécurité, elle a retenu le dossier sans aller chercher plus loin. Donc ça montre quelque part que, ils m'ont interviewé pendant un moment, hein, on a eu un entretien et ils ont vu que l'ensemble des élus du SIGV étaient comment dirais-je, très impliqués dans la sécurité informatique. Voilà, donc je crois que là, de ce côté-là, je peux vous rassurer, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, parce que bon, avec la cybersécurité, c'est quand même quelque chose de très très compliqué, et c'est toujours pareil. Les hackers trouvent quelque chose, et donc on va trouver la correction. Mais on ne peut pas anticiper sur... donc on est en train de courir sans arrêt après ça. Mais en tout cas, moi je suis très fier d'être à la tête du SIGV et très fier de ce qui s'y fait et de l'ensemble des collaborateurs. J'entends bien, je ne remets pas en cause, je dirais, votre sincérité. Ma question portait en fait sur la charge de travail au niveau du service apporté au centre de service des utilisateurs. Nous l'avons externalisé à partir du mois d'octobre 2021. Ça nous a permis, c'est pas à vous que j'apprendrai, octobre 2021. C'est pas à vous que j'apprendrai, ou peut-être juin, vous avez raison. Peut-être c'était avant. On parle de 6 mois de traitement de tickets. Oui, c'est ça, c'était juin. C'était juin, mais comme il y a Cabriès qui est venu au milieu, en début d'année, en fin d'année 2021 et en début d'année, c'est un peu difficile à suivre parce que notre marché, on est obligé de l'arrêter, mais comme on a pris un marché avant que rentre Cabriès, qui s'est appliqué depuis début juin, depuis juin 2021, et qui est un marché pour 3 ans qu'on avait. Enfin, voilà, la commande publique, c'est pas évident non plus. Hein, et puis le numérique et la commande publique ensemble, des fois, ça va pas très très bien ensemble. Passons. Donc je disais la chose suivante, c'est que le nombre de tickets, à partir du moment où on a externalisé, on a eu un turnover très important dans le personnel informatique, que ce soit les opérateurs chez nous en informatique, qu'ils soient B ou C d'ailleurs. Hein. Bon, ça a un peu bougé en l'espace de 2 ans. Aujourd'hui, on est arrivé à stabiliser ces opérateurs, mais ça a un peu bougé. Mais tu n'y arriveras pas parce qu'en fait, c'est juste il faudrait que je me recule. Voilà, mais si je me recule, je ne suis plus en face du micro. Donc les opérateurs ont un peu... Bon, c'est stabilisé. De ce côté-là, je pense ne plus avoir de soucis. En tout cas, on a externalisé, et ce qui fait que le nombre de tickets en attente a évidemment diminué énormément. C'est ce que vous avez vu là-dessus. Mais ça veut dire qu'on arrive à les gérer maintenant beaucoup plus facilement. Mais il y a aussi, et je reviens à ce que je disais au début à propos de la convention que nous avons passée en conseil municipal, il y a aussi au niveau des communes, au niveau des mairies, au niveau des agents municipaux, à prendre un peu l'habitude que c'est plus comme avant. Qu'avant, il y avait un référent qui était, par exemple, la commune de Bouguelère avait un agent municipal qui était technicien informatique, qui est passé au SIGV. Évidemment, il connaissait tout le monde, alors on l'appelait directement. Il était, bon, après, il a souhaité avoir sa mutation à la région, et il est ce qu'on appelait la régie culturelle avant, maintenant qui s'appelle Art-Sud, voilà, donc il a souhaité avoir sa mutation, donc voilà, c'est pas un problème, hein, les fonctionnaires peuvent être mutés quand ils le souhaitent, donc il est parti là-bas, ce qui fait qu'il faut aussi que les agents municipaux prennent leur nouvelle marque là-dessus, voilà. Donc c'est des choses qui sont quelquefois un peu... ça se frite un peu, mais bon, on prend ses marques, voilà ce qui se passe. C'est pour ça que le nombre de tickets a diminué, parce qu'on a externalisé tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Très bien. Eh bien, je vous demande de prendre acte que nous avons eu le rapport d'activité du SIGV. Ensuite, nous avons Mathieu Pietri qui va nous parler de la tarification des entrées au spectacle, animation et exposition de la saison culturelle pour la salle Charles Aznavour, le château, l'espace Jean d'Ormesson et les extérieurs.
Oui, merci, monsieur le maire. En effet, on vous propose ce soir de délibérer sur la tarification. Est-ce que ça va mieux? C'est bon? Allez, monsieur Larsen a fait le nécessaire. Donc, effectivement, on vous propose ce soir de délibérer sur la tarification des entrées aux différentes salles sur la commune. Je passerai sur ce qui est existant, c'est-à-dire que l'objet de cette délibération est d'intégrer dans la tarification et nous donner la possibilité de tarifer l'entrée à Jean d'Ormesson, la nouvelle salle qui est sur la salle. On vous propose donc de faire en miroir de ce que l'on fait au château, c'est-à-dire un tarif de 10 euros, tarif unique de 10 euros, et la gratuité pour les enfants jusqu'à 12 ans, étant bien entendu que pour l'ensemble des salles, comme je vous le disais, les autres salles, les tarifs sont ceux existants et que ça ne change pas. Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission culture, monsieur le maire, qui a eu lieu le 5 avril 2022. Merci, monsieur Pietri. Avez-vous des questions à poser? Madame Martin, je vous donne la parole si vous la demandez. C'est bon, ça marche. D'accord. Merci, monsieur le maire. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu assister à la commission culture. Je m'en suis excusée au préalable. C'est la raison pour laquelle j'aurais 2 questions à poser sur ce rapport qui nous est soumis. Pourquoi ne pas instaurer la gratuité des scolaires au lieu de facturer 2 euros terre blanche et à la salle Aznavour et 1 euro pour les expositions au château et à l'espace d'Ormesson? La recette ne doit pas être très conséquente et je pense que le budget de Bouc-Bel-Air pourrait se permettre de renoncer à cette recette. Et ensuite, je souhaiterais savoir s'il est possible de savoir quand remonte la dernière augmentation des tarifs et d'obtenir les anciens tarifs. Parce que de mémoire, je ne me souviens pas que les tarifs aient augmenté. Enfin, si jamais vous aviez, par curiosité, la réponse à ma question. Voilà, merci. Oui, pour les scolaires, le principe est effectivement que nous donnions la possibilité aux scolaires d'avoir un maximum d'activités culturelles sur la commune. Néanmoins, ces activités culturelles ont un coût certain pour la commune, et le fait de matérialiser un tarif qui est quand même très bas engage les personnes qui s'inscrivent à respecter leur inscription, et démontre aussi que rien n'est gratuit, c'est-à-dire ça a un certain coût. Sur la tarification, elle est très basse, c'est une volonté municipale que nous maintenons et à ma connaissance, les dernières revalorisations de tarifs montent d'il y a une dizaine d'années. Vous voyez, depuis, on ne les a pas augmentés. Donc, on maintient quand même des tarifs bas pour que l'ensemble des bouquins puissent venir sans frein. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Mathieu Pietri? Pas d'autres questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous passons avec la demande d'aide financière au conseil départemental pour les façades. C'est en fait un renouvellement de ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur Pertuzel. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc on a déjà traité ce genre de sujet en conseil municipal, hein. Donc la commune a fait l'objet d'une demande de subvention pour le ravalement d'un bâtiment qui se trouve 20 place Saint-Exupéry. D'ailleurs, les travaux sont en cours actuellement. Vous pouvez les voir, hein. Il y a de belles bâches qui sont apposées. Cette demande s'inscrit, hein, dans le cadre d'une délibération qu'on avait prise en octobre 2019, hein, dans le cadre donc, du dispositif départemental d'aide à la rénovation des façades pour l'amélioration et l'embellissement de nos cœurs de ville.
Cette demande a fait l'objet donc d'une étude validée en comité de pilotage à partir d'un cahier des charges très, très précis, très strict. Et donc, il vous est proposé donc d'attribuer donc une subvention. Donc, cette subvention se monte à hauteur de 70 € du coût total, donc TTC, de cette rénovation. Et sachant que sur ces 70 €, il y a 70%, pardon. 70%. Sur ces 70%, 70% sont également pris en compte, remboursés par le département. Voilà, donc ce qui nous ferait une subvention à attribuer d'un montant de 46 830 € et on récupérait du département 32 781 €. Voilà ce qui vous est proposé ce soir. Question Yann Pertuzel. Pas de question. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Ensuite, toujours Yann Pertuzel qui va nous parler de l'échange du chemin piétonnier situé entre le chemin de la Transhumance et le parking du complexe Guidrut dans le secteur Montouri. Alors là aussi, donc, ce sujet a déjà été abordé lors de au moins d'un conseil municipal précédent, s'agissant donc d'une enquête, de l'enquête publique qui a concerné ce chemin piétonnier. Donc pour rappel, nous nous situons entre le chemin de la Transhumance et le complexe Guidru, sur le site de la construction du futur EHPAD, qui viendra en substitution de l'EHPAD existant à La Malle aujourd'hui. Donc il existe aujourd'hui un piétonnier qui est principalement utilisé d'ailleurs par les élèves du collège lorsqu'ils se déplacent entre le collège et le gymnase et la piscine. Donc l'objet donc est d'échanger donc il y a deux délibérations, je traite les deux en même temps parce que les deux se tiennent. Donc il faut d'abord déclasser ce piétonnier qui est dans le domaine public aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur la note de synthèse ou le rapport de présentation, c'est un déclassement qu'on appelle anticipé, puisqu'en fait il sera différé, puisque pendant la première partie des travaux, ce piétonnier existant continuera à être emprunté par en particulier les élèves du collège. Et lorsque les travaux vont prendre de l'ampleur, il sera fermé. Donc là, le déclassement sera effectif. Donc cette première délibération, déclassement du piétonnier, je le disais il y a quelques instants, qui a fait l'objet d'une enquête publique avec un rapport favorable donc, du commissaire enquêteur. Voilà, donc on va commencer par cette première délibération. Donc approuver donc, ce déclassement et anticiper du piétonnier et de décider ensuite que ce piétonnier, sa désaffectation sera différée sur constat de notre police municipale au moment voulu. Pardon, tu as bien rattrapé le coup. J'avais parlé de la délibération numéro 7 avant la numéro 6, puisque j'avais parlé de l'échange, mais en fait c'est un tout. Oui, en fait c'est un tout. Donc, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur la 6 et la 7? Voilà, et donc la suivante, donc nous échangerons, donc ce piétonnier, on l'a déjà évoqué, concrètement. Aujourd'hui, nous avons un chemin piétonnier qui est ce qu'il est, voilà. Et demain, avec cet échange, nous aurons, et entre autres, les élèves du collège profiteront d'une voie sécurisée pour ensuite transiter du collège et rejoindre le complexe Guidru. Voilà. Donc là pas aussi, de questions. Donc sur cet échange. Je mets aux voix la délibération, d'abord la numéro 6 sur le déclassement anticipé du domaine public. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité. Je mets aux voix la numéro 7, l'échange du chemin piétonnier. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y a pas de voix contre. Est-ce qu'il y a des abstentions?
Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous allons passer à la demande de subvention au conseil départemental pour les travaux d'amélioration en forêt communale pour le programme 2022 et Thomas Bergère en est le rapporteur. Oui, monsieur le maire, je vous remercie. Donc, pour rappel, ces travaux d'aménagement de la forêt et d'obligation légale de déplacement sont demandés chaque année en lien avec l'ONF. Nous avons passé une délibération l'an dernier sur les travaux qui ont été réalisés récemment. Monsieur le maire a évoqué la Baume du Loup. Il y a également le chemin de Valcro. Donc, cette année, ces travaux qui sont demandés en relation avec l'ONF, encore une fois, concernent l'amélioration des peuplements par des travaux sylvicoles, c'est-à-dire des traitements d'amélioration de la forêt, sur des parcelles aux alentours du canton Perfuguette, plus des opérations de débroussaillement aux alentours du Mossou. Donc, ces travaux sont demandés pour un montant de 33 392 € et nous vous proposons de demander une subvention à hauteur de 50% de ce montant au conseil départemental. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Thomas Bergère? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Pas de voix contre. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, Sophie Suras va nous parler de la quote-part de la commune aux dépenses de fonctionnement du SIGV. Merci, monsieur le maire. Il vous est donc proposé ce soir de voter pour le versement de la quote-part de la commune, 48,56%, aux dépenses de fonctionnement du syndicat intercommunal du Grand Valat, pour un montant annuel total de 624 677,68 €. Le montant de la dépense est prévu au budget communal au compte 65 541. Question à Sophie Suras. Pas de questions à Sophie Suras. Je mets aux voix donc cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Stéphane Pierassini, tu nous parles du stage de récompense des jeunes bénévoles effectuant la surveillance en forêt pendant l'été 2022. Stage qui aura lieu à Saint-Chaffré dans les Hautes-Alpes. Merci, monsieur le maire. Effectivement, comme chaque année, le dispositif surveillance en forêt est un événement majeur de la vie associative sur Bouc-Bel-Air. Et comme chaque année, nous demandons d'une subvention spéciale pour offrir à tous les jeunes bénévoles qui participent à ce dispositif de partir sur un stage de récompense à Saint-Chaffré dans le Briançonnais. L'année dernière, nous avions un peu plus de 40 enfants qui étaient partis. Voilà. Merci Stéphane. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Stéphane Pierassini? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Stéphane, tu nous parles d'une subvention exceptionnelle dans le cadre des dépenses d'entretien à l'association amicale du comité communal de feux de forêt de Bouc-Bel-Air. Merci. L'association amicale du comité communal feux de forêt de Bouc-Bel-Air participe à la vie de la commune dans de nombreuses actions scolaires, événementielles, surveillance en forêt. De ce fait, il arrive souvent que des dépenses imprévues surviennent à la suite d'événements d'aménagement ou de petits travaux. Dans le but de soutenir cette association, une subvention exceptionnelle de 800 € sera versée afin d'assurer le bon fonctionnement de cette amicale des feux de forêt pour l'année 2022. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Stéphane? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Et je pense qu'elle ne prendra pas part au vote. Donc c'est marqué. Mais oui, maintenant c'est devenu... dès que on a un quelconque lien avec, voilà, ou même membre d'une association, même, voilà. Donc c'est comme ça. Ok, donc unanimité, je vous remercie.
Ensuite, on en a fini avec toi, Stéphane. Eh bien, Jo va nous parler encore de demande de subvention auprès du conseil départemental pour une aide aux équipements de la police municipale. Merci, monsieur le maire. En effet, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône prévoit une aide aux équipements de police municipale. Ça tombe bien. La police municipale a besoin d'acquérir plusieurs matériels. Première chose, 3 matraques télescopiques avec bâton, donc la catégorie est le D2A, pour être précis. 10 bombes lacrymogènes dont la contenance est inférieure à 100 ml, toujours pour la même catégorie. Et 3 caméras piétons avec harnais de poitrine, ce qui est un peu nouveau à Bouc-Bélair, donc nous sommes très contents de pouvoir acquérir ce matériel. Donc nous proposons de demander au conseil départemental de pouvoir nous accorder une subvention. Il est précisé que la subvention peut aller jusqu'à 60%. Le plan de financement s'établit comme suit. Le montant total de la dépense est de 1 929,70 € hors taxe. Le conseil départemental est sollicité pour 60%, soit 1 157,82 €. Et la commune gardera à sa charge 40%, soit 771,88 €. Merci Jo. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jo pour cette demande de subvention? Monsieur Canobio, vous avez la parole si vous la demandez. Merci, monsieur le maire. Une petite question, pourquoi que 3 matraques? Vous eussiez préféré 4, c'est ça? Ou 2? Je pense qu'il y a une... Peut-être que... D'abord, on n'a pas l'ensemble. Je parle un peu, Jo va vous répondre, mais tout le monde ne travaille pas en même temps. Donc on n'a pas besoin d'avoir pour le nombre de policiers municipaux. Vas-y, Jo. En effet. Donc c'est un nouveau matériel et nous souhaitons plusieurs choses. La première, c'est le tester. La deuxième, c'est être sûr de la qualité du matériel, parce qu'il en existe de nombreux modèles. Et la troisième, c'est que nous commençons par 3, parce que nous avons besoin, compte tenu du temps d'enregistrement et de l'autonomie des batteries de ces caméras. Donc il nous en faut au moins 3. Pour être sûr de pouvoir être efficace sur nos patrouilles. Donc pourquoi 3 Vous posiez la question pourquoi 3? C'est pour ne pas aggraver la dépense sur un produit dont nous ne connaissons pas encore la qualité. Donc on a essayé de faire ce qui se fait sur Bouc-Bélair à la gendarmerie. Donc on s'est calqué un peu sur le modèle, mais il y a une offre qui est assez importante. Donc on va être sûr d'acheter le bon matériel. On espère que celui-là nous donnera satisfaction. Et si c'est le cas, on reviendra à la charge pour acheter d'autres types de matériel. Mais là, il se trouve que le nombre est suffisant pour pouvoir assumer nos patrouilles et aussi au niveau de l'autonomie. On n'a pas vocation à acheter du matériel juste sous prétexte qu'il est subventionné. On ne fait pas de dépenses inconsidérées. On essaie de gérer au mieux. Excusez-moi, j'avais entendu caméra, j'ai répondu là-dessus. Les matraques, pardon, alors là c'est simple, ce sont des matraques traditionnelles, c'est juste parce que nous avons 3 personnes en plus qui viennent de finir leur formation, et ces matraques, bien sûr, maintenant leur sont attribuées, puisqu'ils viennent de rejoindre l'équipe et ils viennent d'obtenir les habilitations pour pouvoir les utiliser. Excusez-moi, j'avais retenu la caméra. Autant pour moi. Bon, et ce non pas parce que vous êtes 3 dans l'opposition. Mais il faut bien un peu dérider l'atmosphère, voyons. Pardon? Ben, si vous le dites. Ah ben, j'y pensais pas, monsieur Keila. Allez. Il y en a 10, oui. Allez, reprenons un peu le cours du conseil. On a appris les déplacés ukrainiens quand même. C'est bon pour les questions? Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention non plus. Unanimité. Je vous remercie. Jo, tu continues avec la création d'une réserve communale de la sécurité civile. Oui. La sécurité civile est l'affaire de tous. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Et si l'État en est garant au plan national, l'autorité communale tient un rôle essentiel dans l'information et l'alerte de la population, mais aussi dans la prévention des risques, l'appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés, ainsi que le rétablissement des conditions nécessaires
à un retour à la vie normale. Pour accompagner l'autorité municipale à remplir ses missions, il est possible aux communes de créer une réserve communale de sécurité civile dont les conditions de création et de fonctionnement sont déterminées au Code de la sécurité civile dans ses articles 1724-1 et suivants. Cette réserve étant placée sous l'autorité du maire, bien évidemment, est fondée sur le principe du bénévolat. À ce jour, la ville est dotée d'un comité communal de feux de forêt. Bien évidemment, on va profiter ce soir, au nom de Monsieur le maire, pour les remercier pour l'excellent travail et le dévouement dont ils font preuve tous les jours. Donc ça, voilà, on en profite pour le faire. Les comités communaux de feux de forêt constituent à bien des égards le précurseur des réserves communales de sécurité civile dont je vous parle ce soir. Mais au contraire de ces dernières, ils n'ont pas de fondement législatif, ce qui nous posait un problème. La réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales et n'a pas vocation à se substituer, bien évidemment, aux services publics de secours et d'urgence. Aussi, considérant l'importance d'anticiper l'organisation prévue pour la gestion de crise sur les catastrophes, pour l'alerte de la population, la protection et le soutien de la population, considérant également la nécessité de mettre en place un cadre juridique et organisationnel pour l'intervention des bénévoles, mais aussi en soutien des services municipaux, considérant en outre qu'il convient d'assurer la sécurité des intervenants bénévoles, le temps de leur intervention, bien sûr, et de leur donner un statut spécifique, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser la création d'une réserve communale de sécurité civile à Bouc-Bel-Air, dont les missions et l'organisation feront par contre l'objet d'un arrêté municipal. Ceci a été présenté et a obtenu un avis favorable de la Commission le 5 avril. Voilà pour moi. Est-ce qu'il y a des questions à poser à M. Cassaro? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité, je vote. Après, nous allons changer de rapporteur. Dominique Bièche va se faire un plaisir de nous parler de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat d'énergie et de travaux, fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation. Ouf. C'est bon? Tout le monde m'entend? Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Je vais peut-être faire un petit rappel introductif pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SMED. Il y a un peu plus de 20 ans de cela, l'Europe a décidé d'ouvrir à la concurrence les marchés de l'énergie et je crois que c'est en 99. Ça a commencé par les particuliers, par les entreprises en 2000, en 2007 par les particuliers et depuis 2015, ce sont les collectivités locales qui ont obligation d'avoir recours à la mise en concurrence de leurs fournisseurs. Pour anticiper ce phénomène, dès 2014, il y a une structure qui s'est mise en place, qui s'appelle le SMED, le syndicat mixte de l'énergie pour le département des Bouches-du-Rhône, qui est constitué d'un certain nombre d'experts du domaine de l'énergie, et qui a pour objet de regrouper un certain nombre de communes. Je crois de mémoire qu'elles sont... ce syndicat regroupe 118 communes, dont la commune de Bouc-Bel-Air, pour essentiellement, jusqu'à présent, négocier avec les fournisseurs d'énergie leurs achats d'énergie, tant dans le domaine de l'électricité que dans celui du gaz. Alors vous savez que récemment, en tant que particulier, vous l'avez peut-être déjà subi, mais que récemment, à cause de la reprise économique suite à la pandémie et à cause des conflits géopolitiques, les prix de l'énergie ont très sensiblement augmenté. Et nous arrivons également, il y a une concomitance avec la nécessité de renouveler la convention qui lie les communes à ce syndicat, à ce syndicat mixte. Donc le syndicat a souhaité élargir son offre au-delà des achats d'énergie proprement dit, sur également les travaux, la fourniture, l'optimisation de l'efficacité énergétique et l'exploitation
de façon à avoir une optimisation en matière énergétique. Et donc, c'est cette nouvelle convention dont on vous propose l'approbation ce soir. Voilà. Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Dominique? Eh bien, je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Dominique, tu nous parles de la demande de subvention auprès de l'Office français de la biodiversité pour la réalisation d'un atlas. Merci, monsieur le maire. Alors, on va passer de l'énergie à la biodiversité. C'est un sujet un peu différent quand même. En 2014-2015, la commune de Bourg-Bel-Air avait commandé une étude approfondie de la biodiversité sur le territoire de la commune. Ça a conduit à réaliser un document qui est relativement technique, et relativement épais et relativement technique, et qui a été utilisé dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Et ce qui est proposé aujourd'hui, c'est dans 3 directions, d'utiliser les conclusions qui ont été inscrites dans ce document pour mener des actions concrètes dans 3 directions. D'une part, au niveau des sentiers de randonnée, en identifiant la faune et la flore et en documentant ces sentiers par des signalisations appropriées. En matière, au niveau des écoles, de réaliser des documents pédagogiques pour, au niveau des enfants, leur faire connaître également la diversité de la faune et la flore de la commune. Et également, ce sera évoqué lors des prochains CCQ, d'identifier sur le territoire de la commune 5 îlots de biodiversité qui seront aménagés et pour lequel il est nécessaire de réaliser des études à la fois de faune et flore également, mais également de préconisation d'aménagement. Et donc, pour réaliser ces différents projets, il y a donc une étude d'actualisation, en quelque sorte, d'enrichissement qui va être demandée au même prestataire qu'il avait réalisé en 2014-2015. Et que pour réaliser cette étude, également les supports pédagogiques et les supports par exemple, de fléchage des sentiers de randonnée sont inclus également dans la prestation. Une subvention va être demandée à l'Office français de la biodiversité à hauteur de 80% du montant de la prestation, qui s'élève à 35 280 €. Donc une subvention de 28 224 € serait demandée à l'Office français de la biodiversité, ce qui laisserait à la charge de la commune un montant de un peu plus de 7 000 € à sa charge pour réaliser l'ensemble de ces prestations. Merci Dominique. Question à poser à Dominique. Madame Martin, vous avez la parole si vous me la demandez. Merci, monsieur le maire. Oui, donc suite à l'atlas qui avait été établi en 2014-2015, donc on souhaite continuer et déterminer faire de nouvelles analyses. Alors je comprends que pour les sentiers de randonnée, on veuille mesurer l'impact de la pénétration du milieu par les randonneurs, parce que ça a un impact qui n'est pas négligeable. Pour les écoles, bon, je comprends bien qu'on fait mettre des panneaux pour éduquer, entre guillemets, les enfants. Mais les 5 kilos de biodiversité qui sont d'ores et déjà déterminés, puisqu'on a les vues aériennes qui sont annexées au rapport, je dois dire, je ne comprends pas très bien quel aménagement on peut envisager de faire sur des îlots qui sont en bordure de route. Ils sont tous en bordure de route et un est situé entre la route, la RD 8N et l'autoroute. Mis à part cet espace-là qui est un peu planté d'arbres et de buissons, les autres sont des espaces enherbés. Ce ne sont pas des espaces qui sont très grands.
Ils sont enherbés, donc je ne vois pas quelle biodiversité il peut y avoir, mis à part des pissenlits. Il n'y a même pas d'escargots à cause des pesticides. Avant, il y avait des escargots, il n'y en a plus. Donc je ne comprends pas très bien ce qu'on peut faire de ces espaces qui sont en plus en bordure de route. Donc quel aménagement peut-on proposer et quel peut être l'aspect pédagogique pour la population de ces espaces, d'utilisation de ces espaces. Voilà. Alors sur les îlots de biodiversité, déjà le premier objectif c'est de sanctuariser ces zones. Le deuxième objectif c'est de proposer, c'est pour ça que je parlais que ce projet sera présenté lors des prochains CCQ, c'est de proposer à nos concitoyens de participer à l'aménagement de ces îlots, parce que on ne va pas laisser la nature non domestiquée. Il y a d'ailleurs déjà un étudiant en BTS environnement du lycée de Valabre qui a commencé à travailler sur le sujet, de voir effectivement quels aménagements on peut apporter et que ce soit nos concitoyens qui s'impliquent dans la réalisation de ces aménagements. Donc il y a un objectif double, la sanctuarisation de ces zones, également le fait d'y impliquer nos concitoyens. Voilà, merci. Donc je ne comprends pas très bien la sanctuarisation d'espaces qui pour l'instant ne présentent pas beaucoup d'intérêt. Mais au moins on les sanctuarise, c'est-à-dire on ne fera pas de construction dessus, on ne fera pas... voilà. En bordure de route. Et justement. Je vois pas, pour l'essentiel, ces espaces sont situés dans des ronds-points, en bordure de ronds-points. Donc on ne peut pas faire de... Ah oui, regardez, ils sont tous en bordure de ronds-points. Oui. Mais... Encore une fois, une fois, l'objet de l'étude, c'est de valider également si l'ensemble de ces îlots justifie qu'on les identifie en tant qu'îlots de biodiversité en fonction des plantations qui existent, mais de manière sauvage, et de façon à en faire des îlots un peu domestiqués, qui soient également pédagogiques pour nos concitoyens, et encore une fois, d'impliquer nos concitoyens dans l'aménagement de ces zones-là. Je regrette que l'opposition n'ait pas eu l'autorisation de participer au CCQ, parce que j'aurais été grandement intéressée par ce rapport et cette action. Voilà. Allez s'inscrire. C'est bon, là, plus de questions, hein? Ok, donc je mets aux voix cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, 3 abstentions, donc unanimité des votants. Merci. Ensuite, nous allons passer à Marie-Pierre Vitiello qui va nous parler des affaires de ressources humaines. Et il y a d'abord création de 28 postes permanents au registre des effectifs. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous rassure, ce ne sont pas 28 postes supplémentaires au registre des effectifs que je vais vous demander de créer ce soir. Non, en fait, ce sont comme toutes les années, selon la loi, un tableau d'agents éligibles à l'avancement au grade est établi pour l'ensemble des services de la collectivité. Pour rappel, il y a 3 voies d'avancement dans la fonction publique territoriale. Il y a l'avancement proposé par les chefs de service et validé directement par monsieur le maire. Il y a l'avancement validé au préalable par le centre de gestion départemental, puis approuvé par monsieur le maire. Et enfin, la 3e voie, c'est la voie de concours. Aujourd'hui, nous avons 28 agents donc éligibles à l'avancement au grade, à savoir 27 agents visés par monsieur le maire, dont 11 validés au préalable par le CDG, et un agent qui a réussi un concours, le concours entre autres de catégorie B. Donc pour pouvoir nommer ces 28 agents dans leur nouveau grade, nous vous demandons ce soir de créer ces 28 nouveaux postes. Je crois que vous avez la liste qui vous a été remise. Voilà. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération.
Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Marie-Pierre, tu nous parles de la création, ce coup-ci, d'un poste non permanent. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, on a voté la récompense de la surveillance en forêt et nous avions validé lors d'un conseil municipal précédent la mise en place donc, de cette action, encore reconduite pour cette année. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes bénévoles ont entre 14 et 17 ans et qu'ils doivent être encadrés par un animateur. Donc pour cela, nous avons besoin de créer un poste de saisonnier, en fait, un poste d'agent temporaire de surveillance en forêt pour une durée de 2 mois, à compter du 1er juillet et jusqu'au 31 août. Et donc c'est bien un poste temporaire à temps plein qui sera ouvert à des agents contractuels, bien sûr. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a une question à poser à Marie-Pierre Vitiello? Pas de question. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons la suppression de 14 postes permanents. Marie-Pierre? Oui. Donc là, c'est comme tout à l'heure pour la création. Là, en fait, régulièrement, nous procédons au toilettage du registre des effectifs. D'ailleurs, vous savez que c'est une mesure réglementaire. On ne le fait pas forcément par plaisir. Nous ne devons pas maintenir un registre qui ne correspond pas à la réalité. Si nous avions un contrôle, on serait pénalisé. Ce soir, nous proposons donc au Conseil de supprimer 14 postes qui n'ont plus lieu d'être présents dans notre registre, d'apparaître, pardon. Alors, c'est des postes qui ont été laissés vacants suite à des avancements de grade. Alors, ce ne sont pas ceux qu'on vient de voter, puisqu'il faut le temps de les arrêter. Ce sont des anciens postes. Ce sont des postes qui ont été laissés vacants soit par des mutations et ou par des départs à la retraite aussi, et dont les remplacements ont été faits dans d'autres grades. Souvent des agents qui ont moins d'expérience, donc des grades moins élevés. Il faut savoir que cette proposition a reçu un avis favorable au comité technique le 23 mars 2022. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons la modification de la durée de service d'un emploi. Oui. Alors, il s'agit d'un emploi pour le service scolaire. Donc, on vous avait déjà parlé de la réorganisation du service scolaire. Et donc, nous avons besoin de modifier la durée de temps de travail d'un poste. En fait, aujourd'hui, il y a 2 agents responsables des 4 groupes scolaires de la commune. De par l'activité de ces postes et des responsabilités inhérentes à ces fonctions, cela nécessite des postes à temps plein, avec une charge de travail assez conséquente, Corinne. Donc, un de ces 2 agents occupait un poste à temps non complet avant la restructuration. Et donc, pour le besoin du service scolaire, nous demandons donc au conseil municipal de transformer ce poste de temps non complet en temps complet. Et bien évidemment, je dois vous préciser que l'agent concerné est tout à fait favorable à passer à temps plein. Et cette proposition a aussi reçu un avis favorable du comité technique le 23 mars. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Marie-Pierre? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous allons passer à l'actualisation de la Convention d'objectifs en matière d'amélioration des conditions de vie des agents municipaux et de leurs familles. Tout à fait, monsieur le maire. Donc, lors du conseil municipal du 30 novembre 2020, le conseil avait validé la convention entre la collectivité et le comité des œuvres sociales, donc appelé plus communément le COS, au bénéfice des agents municipaux. Donc, ça leur confère des tarifs préférentiels, des colis de Noël, des chèques cadeaux. Afin d'offrir aux agents un plus grand nombre de services, le COS de Bouc-Bel-Air souhaite adhérer au COS Méditerranée. C'est une association, donc loi 1901, qui est présente dans la région PACA. Il propose une offre plus diversifiée, au plus proche des commerces et des structures locales.
Donc, en fait, c'est juste une proposition pour ouvrir le champ des possibles en matière d'offres et de services à la demande des agents du COS de Bouc-Bélair. Cette adhésion est pour une durée d'1 an. Elle fera l'objet d'une évaluation avant la future reconduction, bien sûr. Et cette proposition a été présentée en CT le 2 février et a reçu un avis favorable à l'unanimité. Merci Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello? Pas de questions. Je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus, unanimité. Merci. J'ai reçu une question diverse de la part de la majorité municipale, M. Julien Esterini, qui dit: Monsieur le maire, outre les élus dont le mandat municipal prévoit expressément la tenue des bureaux de vote, avez-vous prévu quelque chose pour remercier les assesseurs bénévoles sans lesquels les élections n'auraient pu aussi bien se dérouler, tout simplement pour avoir consacré 2 dimanches au service de notre démocratie? Je vous remercie par avance. Monsieur Esterini, c'est vrai que vous posez une question qui me paraît importante. On parle de démocratie aujourd'hui, on parle de participation, on parle de tout ça, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que même les candidats ne mettent pas tous des assesseurs dans les bureaux de vote. Et c'est un problème pour le président du bureau de vote et pour le maire dans la distribution, parce que ça veut dire qu'il faut, vous savez, pour ouvrir un bureau de vote, il faut avoir au moins 2 assesseurs. Si vous n'avez pas 2 assesseurs, eh bien, vous ne pouvez pas ouvrir le bureau de vote. Donc ça veut dire qu'il faut, dans ce cas-là, dans l'organisation, que je prévois que chaque bureau de vote aura 2 assesseurs. Il y a 14 bureaux de vote. Quand on multiplie par 2 pour les élus, ou par 2 en disant le président et le vice-président, ça fait déjà 28. Il ne reste plus beaucoup d'élus. Je rappelle, et je remercie d'ailleurs les élus, tant de la majorité que de l'opposition, qui ont participé à la tenue de ces bureaux de vote, parce que pour les élus, c'est une obligation de tenir les bureaux de vote. Par contre, vous avez vu que si on est 28, ça peut laisser 5. Je sais que tout le monde n'a pas pu, parce que ne serait-ce que quelqu'un qui est positif au Covid, vous savez, en plus, c'est la période en ce moment-là. La période sanitaire fait qu'on peut nous déclarer, savoir qu'on est positif au Covid, ce qui veut dire que vous restez chez vous. C'est sûr que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas tenir un bureau de vote, c'est évident. Mais autrement, il faut faire en sorte que, alors quand vous en avez 28, il en reste 5. C'est pas beaucoup. Donc je voulais simplement vous dire rappeler, donc remercier l'ensemble des élus, autant de la majorité que de l'opposition, qui ont tenu les bureaux de vote, mais aussi rappeler aux autres que c'est une obligation pour eux. Et par contre, c'est vrai qu'heureusement qu'on a les bénévoles. Et les bénévoles, on les trouve où? C'est pour ça que je souris, permettez-moi de sourire, quand je vois un président de la République qui se fout totalement des partis. Eh bien, les bénévoles, vous les trouvez dans les partis. Ils sont militants de partis et ils viennent représenter leurs candidats. Ils sont soit délégués, soit assesseurs. Le maire préfère qu'il y ait des assesseurs parce que je vous ai dit que le bureau de vote, il faut qu'il y ait au moins le président et 2 assesseurs pour l'ouvrir et pour le fermer, évidemment. Mais en tout cas, pour l'ouvrir avant, il faut commencer par ça. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des militants de partis qui viennent représenter les candidats et qui sont nommés assesseurs. Après, les délégués, il peut y avoir... Vous savez, hier, j'ai vu un délégué qui est passé me voir et qui a dit « Je suis délégué pour un candidat pour tous les bureaux ». J'ai dit « Soit, allez-y, regardez ». Le soir, on le cherchait pour signer les procès-verbaux. Voilà, donc bon, quand c'est des délégués, tout le monde peut comprendre. Mais les assesseurs, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le nombre de signatures le soir. Voilà. Donc, M. Esterini, vous souhaitez savoir si on va les remercier, nous ferons quelque chose pour leur dire merci d'avoir passé, puisque maintenant le bureau de vote est ouvert, enfin pour ces élections-là, était ouvert 11h.
le grand là-haut a décidé que pour son élection, il fallait ouvrir 11 heures, alors que nous le demandions pour les élections précédentes et nous n'avions pas obtenu, là, il a décidé que tous les bureaux de vote ouvraient jusqu'à 19 heures. Enfin, c'était plus 18 heures, c'était 19 heures. Voilà. Donc, on s'est mis en application de cette volonté. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire, tout simplement, en réponse à cette question. Je vous rappelle que nous avons les déplacés ukrainiens que nous recevons, qu'il me paraît normal que l'ensemble des élus du conseil municipal soient là, parce que c'est tout le monde qui les reçoit. Ces gens-là vivent une vie un petit peu difficile, ils sont déplacés, imaginez ce que ça peut être, le déplacement, la langue, les mœurs, enfin, tout ça, on n'a pas l'habitude de vivre peut-être de la même manière, donc il est important que nous les recevions du mieux possible, que nous essayions pendant quelque temps de faire en sorte que la France, une partie de la France, la commune de Bel-Air, les reçoive bien pour qu'ils aient une bonne impression sur la France et pourquoi pas qu'ils puissent devenir, parce qu'ils sont là pour quelques semaines, qu'ils puissent devenir francophones. En tout cas, pour les enfants, c'est quelque chose qui peut s'acquérir en quelques semaines pour les enfants. Voilà, allez, à tout à l'heure.